Par rapport aux questions qui ont été traitées précédemment, l'étude des phénomènes météorologiques peut paraître comme anecdotique ou secondaire dans la pensée médiévale et la constitution d'une science fondée sur la rationalité aristotélicienne telle qu'elle se fait avec la scolastique. Or, vers 1357, Jean Buridan, dans le prologue de ses questions sur les météorologiques, considère la météorologie comme la science la plus digne d'honneur et la plus désirable parce qu'elle traite de mirabilia, et il précise ce que sont ces mirabilia, ces choses étonnantes. Toutes les œuvres météorologiques sont les plus étonnantes parmi celles qui nous apparaissent. Nous nous étonnons en effet des lumières qui brûlent dans les cimetières et sous les gibets, comme s'il s'agissait de l'action des âmes des morts venant vers leur corps. Nous nous étonnons de la génération et de la destruction des étoiles filantes et des comètes, comme si des parties du ciel étaient détruites quotidiennement et comme si des corps célestes étaient détruits. Les hommes sont stupéfaits face aux éclairs, aux gouffres, aux ouvertures célestes, comme si les cieux étaient divisés et ouverts. Ils sont stupéfaits des violents effets des trombes, des typhons et des foudres, comme si ce n'était pas naturel, mais plutôt par la puissance des démons. Quel ignorant des causes ne s'étonnera pas de tous ces phénomènes et d'autres, comme la salure des eaux, l'élévation de tant de montagnes. On peut penser que ce passage relève de la captatio benevolentiae pour mettre en valeur l'objet étudié. Mais ce passage démontre qu'à la différence d'autres domaines de la philosophie, l'étude des météores confronte directement croyance et rationalité, la violence et le caractère spectaculaire du fait météorologique, suscitant la recherche d'une causalité, rationnelle ou non. Les phénomènes énumérés sont tous éphémères, sans régularité apparente. Peut-on en faire une science? Comment rationaliser l'éphémère et le fortuit? Le traité d'Aristote, loin de résoudre toutes les interrogations, suscite une ample littérature au Moyen-Âge et surtout invite à de nouvelles définitions et de nouvelles approches de la nature. Et c'est cette épistémologie que l'on va voir et qui se construit autour des météores. Peut-il y avoir une science des météores? L'éloge d'une science du mirabilis n'est pas propre aux météores. Au début du De Anima, Aristote souligne que son traité s'intéresse justement à un objet élevé et admirable, même si toute science est une chose belle et de grand prix. Jean Buridan ne considère pas la science des météores comme élevée, mais relevant de cette catégorie, les mirabilia. Le jeu virtuose dans le prologue sur la racine de cet adjectif mirare et aussi le contexte médiéval où cette catégorie est essentielle dans la culture, démontre l'importance de ce qui est mirabilé, à la fois spectaculaire, fascinant dans l'horrible comme dans la beauté, et supposant souvent une action surnaturelle. Il est clair en tout cas que ces phénomènes, pourtant naturels, qui surgissent brutalement, invitent à supposer une action qui est hors du cours de la nature, et ils apparaissent hors de toute règle. C'est ce qui explique l'insistance sur la science honorabilior dans le prologue, mais c'est aussi la première question de ce commentaire de Jean Buridan. La science des météores est-elle une science? Il ne faudrait pourtant pas penser que cette interrogation est propre à Jean Buridan. À la différence de la physique et du traité sur la génération et la corruption, les commentaires dès la fin du XIIIe siècle commencent par cette même question. N'oublions pas que selon les seconds analytiques d'Aristote, il ne peut y avoir de science que du nécessaire. Or, les phénomènes météorologiques de la Lune à l'intérieur de la Terre, en passant par l'air et la mer, semblent relever de la contingence. Penser les météores ne permet donc pas apparemment de mettre en évidence une causalité universelle. Selon la définition aristotélicienne de la science et son objet, en effet, dit Aristote, diffèrent de l'opinion et de son sujet en ce que la science est universelle et procède par des propositions nécessaires et que le nécessaire ne peut pas être autrement qu'il n'est. Qu'est-ce donc que l'opinion? Un nom universel, mais pas une non-réalité. Et il ajoute, quoi qu'il y ait des choses qui soient vraies et qui existent réellement et qui peuvent être autrement, il est clair que la science ne s'occupe pas d'elles
sinon les choses qui peuvent être autrement ne pourraient pas être autrement. Ces choses-là ne sont pas non plus objets d'intuition, ni de science non démonstrative qui consiste dans l'appréhension de la prémisse immédiate. Puis donc que la raison, la science et l'opinion et ce qu'elles expriment peuvent être vrais, il reste par conséquent que l'opinion s'applique à ce qui, étant vrai ou faux, peut être autrement qu'il n'est. En fait, l'opinion est l'appréhension d'une prémisse immédiate et non nécessaire. Le phénomène météorologique, vrai mais variable dans sa forme, comme dans son apparition, ne relève donc pas du nécessaire ni de l'universel et ne peut donc être un objet de science, mais plutôt d'une opinion. Or, le début des météorologiques, où Aristote explique la logique ordonnée de ses livres de physique, démontre que les météores obéissent à une causalité comme les autres phénomènes naturels, sont produits par un principe universel qui est la double exhalaison tellurique. Ce sont donc bien des objets de science. Cet écart entre la définition générale de la science par Aristote et la place des météorologiques dans l'architecture de sa physique aboutit par conséquent aux interrogations de la scolastique, d'où cette question sur la possibilité d'une science des météores. Un certain nombre de commentaires de la fin du XIIIe ont repris les arguments des analytiques, et notamment à propos de la diversité de formes des phénomènes, des caractères imprévisibles, et sur l'importance de la causalité qui les explique. La connaissance par les causes, cependant, permet d'en faire une science, et les phénomènes, même s'ils ne sont pas permanents, sont toujours provoqués par les mêmes causes et ont toujours même matière, avec une variabilité de forme. C'est ce qui apparaît clairement dans les météoras d'Albert le Grand, qui pose le principe universel d'explication, mais démontre la variabilité liée aux accidents. Il n'existe pas un coup de tonnerre, mais des variations que l'on peut classer selon la quantité de matière ou le degré d'humidité ou de sécheresse du nuage où il se produit. La science des météores se construit ainsi par cette double composante, principe universel, variation locale ou temporelle, qui permet de trouver une causalité du particulier, faisant disparaître le hasard. Nicole Orem et Jean Buridan, au XIVe siècle, à quelques années d'intervalle, reprennent la même interrogation sur la possibilité d'une science des météores. Nicole Orem s'appuie sur le commentaire des seconds analytiques par Jean Buridan pour envisager une double connaissance des météores par la science et par l'opinion. Il distingue entre science, opinion et foi, la science étant, comme l'a souligné Aurora Panzica, un acte ferme de l'intellect à travers lequel on donne son assentiment à une proposition vraie ou nécessaire, sans craindre que la thèse opposée soit vraie. L'opinion est un acte de l'intellect à travers laquelle on donne son assentiment à une proposition en craignant que la thèse opposée soit vraie. Et la science se distingue de la foi qui dérive d'un assentiment mais ne se fonde pas sur l'évidence des principes. Enfin, l'absence de fermeté liée à l'opinion peut relever soit du sujet connaissant, soit de la chose connue. Ainsi, on peut avoir sur le même phénomène une connaissance scientifique et une connaissance par l'opinion, et la complexité du phénomène météorologique contribue à cette double connaissance. Il n'y a donc pas opposition entre la connaissance scientifique et celle par l'opinion, mais une possible compatibilité à la différence de ce que disait Aristote. Le développement de Jean Buridan, à la fin du prologue, combine également plusieurs modes de connaissance. Nous nous proposons, dit-il, de discuter certaines questions difficiles de cette science et de faire une démonstration dans certaines conclusions, mais dans d'autres de recevoir des opinions de conclusions probables et vraisemblables, et pour certaines, il nous suffira de parvenir jusqu'à la réfutation des arguments contraires en faisant attention à recevoir et assembler non seulement ce qui a été bien dit et de manière probable par les docteurs anciens, mais aussi par les modernes. Loin d'être une science qui aboutit nécessairement au vrai, la science des météores peut n'être que du côté du probable, donc de l'opinion, et pour ce faire, elle mêle argumentation, opinion et même exposé qui relève du probable. Ne se pose donc plus l'opposition entre la science de l'universel et de l'opinion, mais il s'agit désormais d'en voir la spécificité de l'étude. Jean Buridan
affirme la possibilité d'une science du singulier par ailleurs. Les questions météorologiques vont donc associer ce qui pourrait paraître impossible, une argumentation par doute et argument qui rendent compte du système universel, mais aussi l'intégration de l'opinion, voire des croyances, voire de savoirs qui ne seront pas soumis à la dispute. Ainsi comprend-on mieux l'originalité du prologue, où sont juxtaposées l'évocation des météores et l'interprétation qui est faite par les ignorants, première opinion, mais qui ne relève ni du probable ni du vraisemblable, mais la conséquence d'une observation fascinée. Raison, expérience et croyance. Les questions sur les météorologiques frappent sans doute par l'argumentation et sa clarté, mais aussi par l'importance des observations personnelles en intégrant des observations qui sont tout à fait originales. Ainsi, n'hésite-t-il pas à contester l'affirmation d'Aristote selon laquelle les vents dominants viennent toujours du nord parce que les arbres en Picardie sont penchés vers l'est, ce qui prouve des vents qui viennent de l'ouest. Il oppose donc au principe une opinion qui vient de son observation et aboutit non à du vrai, mais à un vraisemblable particulier. L'originalité vient aussi de ce qui ne se contente pas de sources et d'autorités, mais qu'il fait appel à des témoignages divers, en démontrant notamment que les gens de métier ont un savoir qui s'appuie sur des pratiques et qui peut renforcer ou infirmer la démonstration. Dans le livre Question 19, où il s'interroge sur le lieu d'origine des fleuves, des rivières et des sources, on a ainsi des mentions de la présence d'eau dans la terre, comme on peut le voir quand on creuse un puits, et de nombreuses observations sur ce qui se passe dans la Brie, dans la région du Rhône ou avec les affluents de la Seine. L'observation ou experientia est donc importante comme argument, même si elle ne suffit pas à démontrer. Et comme il l'indiquait à la fin du prologue, il faut aussi rappeler les théories des anciens pour donner au moins du probable, si ce n'est du vrai, le développement de Sénèque sur la présence de 3 niveaux d'eau sous terre, les arguments d'Aristote sont nécessaires à la fois pour valider l'observation et pour en donner une explication. Ainsi, il conclut que les sources des rivières et des fleuves sont dans la terre parce que l'eau s'y condense dans une zone plus chaude par rapport à la zone supérieure de la terre plus froide et la zone centrale de la terre est également plus froide selon le principe de l'antipéristasis. Il explique aussi que les générations de l'eau divergent selon les lieux et la nature de la terre, accident qui explique la diversité des sources et des observations selon les lieux. Cette question illustre ainsi les 3 piliers de l'argumentation de Jean Buridan, la discussion des points affirmés par Aristote, l'opinion liée à l'observation, l'exposé complémentaire d'autorité qui apporte de nouvelles données pour aboutir à une explication universelle et une explication probable de la variabilité. L'argumentation est donc confrontée aussi à l'observation indirecte, et notamment au savoir des gens de métier, comme celui des marins pour les vents, dont les dénominations lui paraissent plus raisonnables et plus utiles que celles des philosophes. Mais c'est aussi le savoir de ceux qui sont pourtant peu valorisés dans la société médiévale, les paysans. Ils peuvent conforter les observations de Jean Buridan ou montrer un savoir de prédiction du temps en fonction de la couleur du ciel le soir. Jean Buridan, comme l'indique aussi Nicole Orem, insiste sur cette connaissance liée à l'observation, plus fiable parfois que les horoscopes et autres prédictions fondées sur la position des astres et des constellations. Si on reprend la catégorie orésmienne, c'est donc l'opinion qui vient du sujet connaissant. Cette intégration du savoir de métier n'empêche pourtant pas de distinguer ce qui relève de la croyance chez les mêmes Roustichy. Ainsi, ce sont la mention dans les orages et les foudres de démons noirs comme des corbeaux et des corneilles à travers les airs, ou des vieilles femmes qui croient que ce sont l'opération volontaire de démons. Jean Buridan souligne qu'il s'agit pour lui de fantasiae, c'est-à-dire d'images suscitées par l'imagination. Il dit en effet qu'elles n'étaient que des images liées à l'imagination, secondées par la crainte. À la différence de l'observation, qui apporte à l'argumentation et à la causalité, et donc à la science, la croyance n'apporte rien, si ce n'est l'illustration de la force de la peur et de l'imagination. Jean Buridan ne va pas jusqu'à expliquer ce type d'apparition
par des principes optiques comme le font Vitello et Nicole Orem. Il se contente de distinguer la fausse image de l'observation véritable et de montrer la force de la passion qu'est la peur. Face à ces apparitions fausses et à ces croyances, on peut avoir des pratiques religieuses, processions et divers rites. Mais l'utilisation de pratiques religieuses peut être aussi positive, car elle permet d'éviter la peur en mesurant le phénomène, comme il le dit à propos des vieilles femmes. Les vieilles femmes disent à juste titre dans nos régions qu'il ne faut pas craindre le tonnerre, quand au milieu de la vue d'un éclair et de l'audition d'un tonnerre, on peut réciter une salutation à l'égard de la Vierge Marie. Alors, le tonnerre est assez loin, donc on n'a pas peur. Parce que le temps de la Vierge Marie, de cette salutation, permet de mesurer la distance de l'orage. C'est donc un usage presque scientifique, à la différence de pratiques pour faire fuir ce que l'on croit relever du démon, comme asperger de l'eau bénite sur les êtres humains, allumer des cierges, faire sonner les cloches, pratique condamnée par Jean Buridan à la suite d'autres. Les habitants de la campagne, et notamment les vieilles femmes, apparaissent ainsi comme la négation de l'étude scientifique, en tant qu'ignorants des causes. Mais ils peuvent donner des éléments d'observation qui sont du côté du vrai. La position de Jean Buridan est donc plus nuancée que d'autres. S'il s'inspire fortement de Sénèque en démontrant comment l'ignorance sécrète la peur et amène des idées qui reposent sur l'imagination et non sur le raisonnement, la croyance n'est pas complètement condamnée, car elle suppose une observation, mais sans connaissance de la cause véritable. Elle correspond à la définition de l'opinion, selon Aristote, mais pour Jean Buridan, est justement à intégrer comme point d'appui dans une science qui ne relève pas du pur universel. Revenons à la question du mirabilis et de la science. Jean Buridan n'est pas le seul à employer cet adjectif. Nicole Orem, dans l'introduction du De Causis Mirabilium sur les causes des phénomènes extraordinaires, veut en effet proposer une explication naturelle à ce que c'est. Pour apaiser les esprits des êtres humains, je propose ici de rendre claires les causes de ce qui semble étonnant et qui se produit naturellement comme les autres effets de ce qui ne nous étonne pas. Il n'y a aucune raison d'avoir recours aux cieux, dernier refuge du faible, ni aux démons, ni aux dieux glorieux, comme s'ils voulaient produire ces effets directement. Ces mirabilia sont les illusions provoquées par les sens, comme les démons que l'on croit voir dans les airs et qui ne sont que le produit d'une illusion d'optique. La notion n'est donc pas la même que pour Jean Buridan. Pour ce dernier, ce qui relève du mirabilis est un phénomène dont la cause est cachée pour l'ignorant, mais qui se produit réellement. C'est donc ce qui relève du secret de nature, qui obéit à une loi dont la connaissance n'est pas immédiate, qui se manifeste par des effets spectaculaires et enfin suscite des opinions vraies ou fausses. La question du miraculosus n'est pas non plus évitée par Jean Buridan. Elle revient même régulièrement dans une position qui était celle de Thomas d'Aquin, qui considérait que ce qui relevait du miracle, comme la comète de la Nativité, n'est pas l'objet de la science de la nature, mais de la foi. Dans la question 8 du livre 1, où Jean Buridan traite des comètes, il fait cette distinction. Il faut noter brièvement ce qui est naturel et ce qui est dit non naturel. D'une certaine manière, dans la mesure où l'on distingue le naturel du surnaturel, il existe un effet surnaturel que l'on appelle miraculeux, si bien que nous disons qu'un tel effet n'est pas naturel ou ne se produit pas naturellement et que nous appelons les autres naturels. Le phénomène météorologique est à distinguer du miracle, même si ce dernier peut avoir une composante météorologique. Il est manifeste que les effets des météores sont dits naturels et se produisent et bougent naturellement parce qu'ils ne sont pas faits miraculeusement par Dieu glorieux et sublime, mais évidemment à cause de la course habituelle des autres éléments passifs et actifs, d'où les philosophes tirent les causes naturelles. Le miracle ne peut s'expliquer par des causes naturelles, même si l'ignorant confond mirabilis et miraculosus. Jean Buridan précise en quoi le phénomène météorologique échappe à toute action volontaire, divine ou démoniaque. Ce qui est naturel n'est pas volontaire,
car l'action volontaire relève du moral ou de la technique. La violence du phénomène météorologique, qui en fait un mirabilié, n'empêche pas qu'il soit naturel. Il indique en revanche que de nombreux effets des phénomènes météorologiques et que parmi eux, beaucoup arrivent comme non naturels et tout à fait violents, et dans beaucoup de leur génération et de leur mouvement, ils se heurtent violemment, mais ils ne sont pas naturels. Qu'entend-il alors par non naturel ? C'est l'exemple des nuages et des vents qui permet de le comprendre. La manière dont les effets météorologiques sont souvent mus par des mouvements violents et non des principes intrinsèques se voit d'après les nuages qui sont portés par le vent çà et là. Quoique le vent se meuve naturellement, cependant, les nuages mus et portés par lui sont mus violemment, comme un homme porté par son cheval qui court naturellement se meut violemment. Ce qui relève du naturel est donc ce qui vient de la forme et de la matière à l'origine du météore. Ce qui est non naturel vient de l'action extrinsèque d'un autre phénomène naturel qui s'ajoute à la génération naturelle du phénomène. Ainsi, Jean Buridan explique la raison de la violence du phénomène météorologique, liée à une cause naturelle et une autre cause tout aussi naturelle, mais non propre au phénomène en lui-même, car autre que le principe qui génère le météore. Il n'est donc pas juste d'y voir le rôle de Dieu ou du démon, ni d'en faire un fait produit par le hasard. Ainsi sont distingués clairement naturels en tant que produits par une cause naturelle intrinsèque, non naturel, c'est-à-dire ni artificiel ni surnaturel, ni dû à une cause intrinsèque, mais dû à une cause naturelle extrinsèque, miraculosus produit directement par Dieu, mirabilis qui relève du secret de nature et dont la cause n'est pas immédiate pour l'ignorant. Seuls le naturel et le non naturel sont l'objet de la science. Ils ne relèvent pas du hasard et peuvent donc être étudiés rationnellement. La science des météores est donc ce qui permet de lever le voile d'Isis, selon la formule de Pierre Hadot, et est en cela honorabilior, car elle permet de dépasser la passion et l'émotion face aux phénomènes extrêmes et éphémères pour en montrer la place dans l'univers. Je conclus. La position épistémologique de Jean Buridan, ses définitions, ses modalités de démonstration et d'exposé amènent ainsi à un renouvellement de la définition de ce qu'est la science, beaucoup plus ouverte d'une certaine manière que celle d'Aristote, puisqu'elle intègre l'opinion en tant qu'observation sans rationalité universelle et du côté du probable et ou du vraisemblable, à la différence de la fausse croyance. La science réduit le hasard et donc la peur. Sans doute est-ce en quoi la science des météores est honorabilior, puisqu'elle permet de comprendre ce qui relève du mirabilis, sans atteindre obligatoirement une explication complète, mais en envisageant des hypothèses. Elle est ainsi innovante dans son objet comme dans ses méthodes.